Salut Pierre-Louis. Salut Nicolas, tu vas bien? Et écoute, ça va très très bien. Ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria. Donc, Pierre-Louis, tu es le cofondateur de Phospho, une boîte qu'on adore ici à Comptoiria. J'avais déjà eu le plaisir de recevoir Paul Louis, ton associé, fondateur de Phospho, pendant que vous étiez, je crois que vous veniez d'arriver à Y Combinator. Ça devait être il y a combien? Il y a 1 an et demi, un truc comme ça à peu près. Euh, et donc aujourd'hui, ben, tu nous fais le plaisir de venir nous parler de Phospho. Tu étais passé aussi au Meetup, nous présenter un petit peu ce que vous faites dans la robotique. Et c'est un vrai plaisir. Pour moi, je le dis souvent, vous êtes une des meilleures équipes qu'on peut avoir en France sur l'IA générative et encore plus la robotique aujourd'hui. Donc merci d'être ici en tout cas. Merci à toi pour l'invitation. Bon, ça me fait plaisir que tu nous mettes dans les top équipes en France. Après, il y a quelques autres gros players quand même. C'est vrai qu'il y en a, mais et après, je crois que vous partagez vos bureaux aussi avec une équipe que j'adore, Argile, évidemment. Et sur les autres players dont tu parles, ben, il se passe des choses, en tout cas, oui, notamment ben, côté Hugging Face. Je pense que tu vas nous en parler tout à l'heure. Hugging Face qui fait un gros travail sur la robotique open source aussi. On a parlé récemment de l'acquisition de Pollen qu'ils ont faite. J'avais reçu donc Mathieu de Pollen sur le podcast. Eux, ils sont très forts aussi. Absolument, tu as de plus en plus soit des acteurs un peu plus classiques de la robotique qui sont doucement en train de rajouter de l'IA. Enfin, il y en avait déjà, mais de l'IA plus générative dans leurs produits. Et tu as aussi ce qui est assez intéressant, et c'est un peu plus notre cas, plutôt des acteurs qui viennent complètement de l'IA et du machine learning et qui commencent maintenant à attaquer la robotique. Tu as un peu la Mmh. convergence de tout ça. Et donc à Paris, tu as un peu les deux types d'acteurs, enfin même en France, tu as un peu les deux types d'acteurs et c'est pour ça que ça converge assez bien. Magnifique. Donc tout ça va être une accélération incroyable. On est le 19 mai 2025. Et Pierre-Louis, alors tout d'abord, ben, juste pour commencer, mais toi, donc depuis ChatGPT, donc le 30 novembre 2022, comment tu as vécu ces 2 dernières années et demie qui viennent de s'écouler? Tu t'éclates au niveau intellectuel, au niveau projet? Comment tu vois ça? Bah, Au tout début, quand je discutais avec Paul-Louis, avec qui on avait commencé, c'est vrai qu'on était un peu blasé au début de se dire: «Ah, il y en a, ils sont nés, c'était l'époque des mobile apps, il suffisait d'être à Stanford et savoir coder et tu pouvais faire une mobile app sur l'iPhone». Il y avait plein de boîtes à faire. Un peu avant, c'était internet, c'était la bulle internet. Tu faisais un petit site, et c'était incroyable et tu pouvais tout de suite créer des projets, de fou. Bien sûr. Je pense que c'était peut-être une approche un peu naïve parce que tu peux toujours créer des nouveaux produits, des nouvelles expériences, quelle que soit l'époque que tu traverses. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des ruptures avec des nouvelles technologies ou des nouvelles manières de faire très fortes qui arrivent. Et là, on a une chance incroyable, c'est que depuis 2 ans, je pense qu'on peut dire qu'on est servi, où il y a une Ouais. rupture très profonde dans qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui avec la tech et l'IA. Et donc, ça permet de créer plein de nouveaux produits, répondre à plein de nouveaux problèmes. Et du coup, quand tu es entrepreneur, c'est sûr que c'est une opportunité exceptionnelle. Excellent. J'entends dans ton discours un petit peu comme si on pouvait créer plus rapidement et moins cher aussi d'une certaine manière. Ça dépend ce que tu veux créer. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as ce que j'aime bien dire, c'est que tu as un écrasement de la power law, c'est-à-dire que tu as toujours moins de personnes qui peuvent faire toujours plus de choses. Ouais. Un bon exemple de ça, c'est il y a quelques mois, je discutais avec quelqu'un qui avait lancé une marketplace dans les années 2000 et il me disait, mais les gars, vous vous rendez pas compte? Moi, quand j'ai commencé, il m'a fallu 1 million d'euros. Il m'a fallu une équipe de 10 ou 15 personnes pendant plus d'1 an pour sortir un MVP. Grave. Et Aujourd'hui, tu as un gars tout seul dans sa chambre avec Cursor, Windsurf, etc., qui peut en une demi-journée sortir un MVP 200 fois mieux que ce qui existait à l'époque. ouais. Je vois bien. Je me dis que peut-être je le connais, cette personne. Et ce qui est fou, c'est que le million d'euros dont tu parles, en plus, enfin, faut penser à l'inflation, hein. Ça serait peut-être aujourd'hui, je sais pas, 5 millions d'euros, tu vois, pour démarrer. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un monde assez fou. Mais en tout cas,
la personne qui crée, enfin, ce dont on parlait, qui était un petit peu le running gag de Sam Altman il y a quelques mois, il y a un an, comme quoi il partageait un groupe secret sur WhatsApp avec des entrepreneurs de la vallée pour savoir quand est-ce qu'arriverait la première boîte qui vaut 1 milliard de dollars montée par, en one person company, par un solo entrepreneur. Bah, d'une certaine manière, on s'en rapproche un petit peu. C'est un peu le mec dont tu parles, qui fait du curseur dans sa chambre, quoi. Bah, c'est sûr qu'on n'en a jamais été aussi proche. Tu as eu Mmh. différentes technos qui ont fait qu'à chaque fois, le nombre de personnes, entre guillemets, pour arriver au market fit a diminué. Tu as eu internet, tu as eu les search engines, tu as eu, tout ce qui est, le cloud, tu vois? Où tu as plus besoin de mettre des racks de serveurs dans ta cave, et cetera. Et là, aujourd'hui, maintenant, tu as, bah, ouais, la code generation, et les agents, pour aller plus vite. Alors, et justement, alors pour poursuivre là-dessus, donc toi avec Paul-Louis, avec l'équipe de Phospho, vous avez fait, YC, donc c'était quand ta votre promo? C'était quel batch? Nous, c'était Winter 24, donc en OK. hiver 2024. Donc c'était de janvier à avril, 2024. Donc il y a, un petit peu plus d'un an. OK, parfait, et tu vois? Et donc ça, je trouve ça fou, et par rapport à notre conversation, moi, j'ai vu 2 chiffres qui sont incroyables là-dessus, sur ce batch Winter 2025, et je suis allé regarder. 80% des boîtes du Y Combinator sur Winter 2025 construisent sur des LLM, construisent sur l'API de Claude, de ChatGPT, et parmi ces boîtes-là, donc 25% de ces boîtes-là ont 95% de leur code qui est écrit par l'IA. Et donc j'ai vu ça, franchement, je l'ai vérifié, tu vois, en regardant la liste du Y Combinator, à la mano. Je t'assure que si tu fais les lettres A, B, et ben, voilà. Toi, tu en penses quoi en y étant, vu que tu y étais 1 an avant? Ça te semble possible et une évolution normale, là? Moi, ça me semble complètement possible parce que c'est aussi l'évolution que j'ai vue en interne chez Phospho, chez, bah, les autres boîtes avec qui on est en coloc dans notre bureau. Tu mentionnais Argile, par exemple. Hem, Aujourd'hui, je pense que ça serait une faute grave de ne pas intégrer ce genre d'outils dans ton entreprise. Et forcément, les entreprises qui vont le plus vite et qui ont le plus d'appétence pour les nouveaux outils, bah, c'est souvent les startups, encore plus au Y Combinator. Et culturellement, et parce que bah, souvent, c'est deux, trois founders qui doivent aller très très vite pendant un mois, 2 mois. Et donc forcément, s'il y a un outil qui leur apporte de la valeur et qui leur permet d'aller plus vite, ils vont y aller direct et y aller à fond. Donc, c'est encore des outils qui permettent, comme tu le disais très justement, hein, d'accélérer le product market fit. En vrai, hein, aujourd'hui, on a l'impression que ça peut être, voilà, en quelques jours, en quelques semaines, en tout cas, tu peux proposer quelque chose qui a été codé en partie par l'IA, et à la vitesse éclair, quoi. Mmh. Exactement. Et il y a deux choses. Il y a la première partie que tu mentionnes qui est euh, pouvoir écrire du code, aller très vite pour développer le produit. Mais un deuxième truc que les gens oublient un petit peu parfois, c'est ce que tu mentionnais en disant qu'il y a beaucoup de produits qui sont maintenant branchés sur les API de Anthropic, OpenAI, Mistral, etc. C'est que avant, quand tu voulais faire des trucs un petit peu compliqués, tu devais être très fort en machine learning, entraîner ton propre modèle, fine-tuner ton propre modèle. Il fallait être assez Mmh. chaud. Aujourd'hui, tu vois, moi j'aime bien dire, maintenant c'est un peu l'époque du ML as API. Tu peux avoir juste une API et factuellement, tu utilises GPT-4o pour une tâche spécifique de machine learning, il va être meilleur que la plupart de ce que tu pourrais entraîner, même si tu es très très bon. Waouh! Incroyable, incroyable. Merci beaucoup Pierre-Louis. Petite question traditionnelle quand même, Ah. quel est l'outil d'IA que tu utilises le plus au quotidien? Est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique à nous révéler? Moi, l'outil que j'utilise le plus, c'est ChatGPT. OK. C'est pas très original. Compte plus, compte pro? Compte plus, mais je vais probablement passer au compte pro. J'attends OK. que Sam arrive à me faire craquer. Pour l'instant, il n'a pas réussi. Mais là, j'avoue qu'avec Codex, je vais peut-être turner. Ah, j'étais sûr que tu allais me dire ça, et alors moi j'ai le pro, tu vois? Et j'ai ce codex. Pour l'instant, j'arrive pas à m'en servir parce que c'est quand même un produit, tourné, développeur, mais toi, c'est ce qui te ferait, céder au compte pro, alors tu dis? Pour l'instant, j'ai pas trouvé de use case de l'utiliser, même si j'aimerais bien trouver un prétexte. Mais là, je pense que Codex, ça peut être intéressant, en tout cas à tester sur les différents repos de code qu'on a. Ça peut être assez intéressant. Ouais, pour ceux qui savent pas, du coup, Codex, c'est en gros des agents connectés à tes repositories de code GitHub
et ça peut faire des tâches de manière un petit peu autonome et ensuite tu as juste à regarder ce qu'ils ont fait. En fait, exactement ce que tu demandes à plutôt des employés, low mid skilled, quoi. Ah ouais, ouais, canon. Et j'ai Heu, un petit usage secret de ChatGPT aussi, puisque ah c'était bah ta vas-y, question. vas-y, alors est-ce que tu t'en sers que pour coder en général Bah ou? non, justement, moi je m'en sers pour Ah beaucoup de OK. trucs Vas-y, alors et dis-nous tout. moi maintenant j'ai c'est Nat Friedman qui avait parlé de ça, qui lui fait ça avec Claude. Moi Qu'on maintenant je m'en adore, donc cofondateur de GitHub, qui est un génie, hein, il est super fort, Nate Friedman. exactement, très, très fort et lui il s'en sert donc pour, tout ce qui est, santé et cetera. Moi j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas mal testé et je me suis rendu compte que maintenant, dès que j'ai un problème de santé, j'ai tout le contexte dans ChatGPT et cetera avec les modèles reasoning, ça marche très, très bien. Souvent, j'arrive à des conclusions assez simples sur le diagnostic et après je vais chez un vrai médecin pour vérifier, et ça marche, très, très bien. Enfin, ça me fait gagner beaucoup de temps et même parfois ça m'est déjà arrivé qu'il y ait un des scénarios qui avait pas été envisagé par un des médecins, qui avait été évoqué par le modèle. Waouh, trop fort. Mais écoute, je viens de voir un truc là-dessus. Je t'avoue que j'ai déjà essayé aussi. Alors pour notre audience, bon, sur internet, on fait un peu ce qu'on veut, mais sur les pubs et tout ça, mais en tout cas, on a quand même un petit disclaimer à faire, hein. Il faut quand même, aller prendre, l'avis d'un médecin, ça c'est sûr. Mais par contre, en tant que deuxième avis, je pense que ChatGPT est extraordinaire et je pense que d'ailleurs, ça va être systématique aussi que même les médecins l'utilisent aussi pour se faire un un deuxième avis, donc avoir une autre vision. Et quand tu dis avec O3, ça veut dire que est-ce que tu as genre une conversation en particulier ou c'est sur l'ensemble du contexte, que ChatGPT a sur toi avec les Non, fonctions non, de j'ai mémoire? créé un workspace, Else. Tu vois, j'ai différents Mmh. workspaces de ce que je veux faire et dans mon workspace Else, j'ai, tous mes résultats, tu vois, de prise de sang, d'ordonnance et cetera. Tout est dedans. Il y a un énorme prompt system avec, tu vois, le contexte sur moi, quel âge j'ai, quel poids je fais, est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que j'ai des allergies et cetera. Je Ouais. te rassure, je vais très bien. Heu et Tant comme ça, mieux. en fait, ça va super vite, dès que j'ai envie de poser une question ou et cetera, ça va très, très vite pour avoir une réponse et en fait, au final, si tu réfléchis, c'est exactement ce que fait, un médecin au début quand il pose un diagnostic. Il va d'un côté prendre la littérature, de l'autre côté prendre le contexte que tu lui donnes, donc éventuellement d'autres résultats et cetera, ce que tu lui dis, tes symptômes, appliquer un arbre logique, résumer et arriver à une conclusion. Ah mais totalement d'accord, quand tu me décris ça, mon cher Pierre-Louis, j'ai l'impression de regarder, Docteur House, qui fait son diagnostic, qui élimine des trucs et qui dit: «Bon, bah, tu as ça, quoi», tu vois? Enfin, à la fin, ouais, bien sûr. Quand tu m'as parlé de workspace, c'est quoi? C'est le projet dans le ChatGPT ou c'est autre chose, Ouais, c'est ça, c'est un projet, exactement. Un C'est un projet. endroit où Mmh. Ah parce que moi j'utilise pas les projets pour te dire ce matin, j'étais en train de faire une recherche, en quoi les projets se distinguent des GPT, qu'est-ce qui est le mieux et tout ça. Toi tu utilises les projets alors pour ça? Mmh mh. ouais, j'ai pas trop utilisé les GPT. Peut-être que les Mmh. GPT, c'est bien aussi pour faire ça. Je pense que c'est assez proche. C'est juste une manière de gérer le contexte, simple. Non, non, mais tu as raison parce que, enfin, en tout cas, je peux partager là où j'en suis dans cette réflexion. Je vais me mettre à fond au projet, mais le projet, en effet, bah, sur la partie gauche, là où tu as tes conversations de l'interface, te permet de mettre des documents, de mettre des instructions aussi que tu donnes à ChatGPT. Tu peux même mettre apparemment un code couleur et donc tu peux mettre, tout un paquet d'infos et je pense que tu as raison de faire ça. Dans ce que je lisais, en fait, c'est que la seule force du GPT par rapport au projet, je pense que c'est apparemment pour pouvoir partager ton GPT avec tes équipes et qu'ils puissent s'en servir et tout ça. Mais je pense que le standard et un petit peu la bonne manière d'utiliser aujourd'hui, ben, c'est OpenAI va plutôt vers le mode projet. Donc, je suis hyper content d'en parler avec toi. C'est pratique quand même ces projets, ouais. Et ce qui fait que toi, bah, tu isoles un petit peu. D'un côté, tu as ton projet, médecine perso et de l'autre côté, tu as du phospho ou d'autres choses, quoi. Tu mélanges pas tout, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça, quand on est en train de débugger, quand on est en train de débugger pourquoi le robot marche pas, je suis pas non plus hyper chaud que mes résultats, sanguins sortent. Clairement, clairement, on est d'accord. Excellent. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Heu et je pense que ça va être une énorme tendance. Merci de nous partager cet usage, cher Pierre-Louis. Pierre-Louis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Phospho? Donc, Phospho, c'est quoi aujourd'hui?
comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez pivoté? Est-ce que vous continuez à faire plein de choses différentes? Vous êtes combien dans l'équipe? Et tout ça, s'il te plaît. Ouais, donc Phospho, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Aujourd'hui, Phospho, on fait les tools, donc les outils pour permettre aux ingénieurs et aux gens qui font du machine learning de faire des robots intelligents. Mmh. Et donc pour ça, tu as besoin de certains outils qui te permettent de travailler sur des vrais robots pour entraîner, on va peut-être en parler après, mais des modèles d'action qui sont un peu comme les LLM des robots. Et pour ça, tu as besoin d'un certain type d'outils pour contrôler les robots, collecter des datasets. Ensuite, soit tu peux le faire avec nous, soit tu peux le faire toi-même, entraîner tes modèles. Et à la fin, tu veux que ton modèle il contrôle un vrai robot. Donc nous, on fait toute Mmh. cette couche-là. On fait toute la partie logicielle là-dessus. Et ensuite, soit ça se déploie sur des robots que tu as déjà. Par exemple, tu as déjà des bras robots, tu as déjà des chiens robots, etc. Soit nous aussi, on propose des kits où en gros, euh, on package tout ça, toute cette expérience. On te donne absolument tous les outils pour faire ça. Et donc, tu as un robot physique, tu as accès à une app de téléopération pour contrôler ton robot. Et ensuite, tu as accès à tout le logiciel pour pouvoir faire ça. Et je crois que tu connais bien d'ailleurs. Ah bah, évidemment. Alors, une simplification de la robotique, hein, Phospho, c'est ça, grosso modo aujourd'hui. Et tu as raison, je connais très très bien parce que je pense être votre premier utilisateur, votre premier bêta-testeur qui a quand même donc acheté votre produit, le bras robotique. Et en tout cas, moi, je l'ai fait essayer et en l'achetant, ben, on est un peu comme sur Codex. Moi, je me disais: «Ah, est-ce que je vais y arriver?» Et je me souviens, je te pinguais sur WhatsApp, un vendredi soir et tu me répondais, c'était hyper sympa. Merci beaucoup Pierre-Louis et je te disais: «Mais est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Je sais pas coder, bon, je sais me servir à peu près de ChatGPT». Et tu me disais: «Vas-y, vas-y, tu peux essayer, notre stagiaire business, arrive à faire des trucs de ouf avec», tout ça. Et écoute, je t'ai fait confiance et c'est vrai que, bah, j'ai reçu le kit, au bout de 10 jours et il m'est arrivé un truc incroyable. Ça veut dire que je l'ai installé chez moi et j'ai commencé à m'en servir un samedi matin et en fait après, ben, c'est pas moi qui m'en servais, mais c'est mes 2 enfants, donc Félix et Colette, 5 ans et 3 ans, qui se servaient, du bras robot, grâce à votre interface qui est simplissime, juste avec mon Mac et là, en ce moment, mais tous les week-ends, mes enfants, mon fils Félix de 5 ans me dit: «Est-ce que tu peux nous mettre le bras robot, s'il te plaît papa?» Et c'est un truc de dingue je t'ai envoyé une photo et tu m'avais dit que ça te faisait marrer. Mais donc, non seulement j'arrive à m'en servir, j'ai réussi à le brancher en une seconde et ça franchement bravo parce que c'est extraordinaire. Le produit en plus je trouve qu'il est bien fait, il a votre verre phospho légendaire, mais il est hyper robuste et surtout mais un enfant de 5 ans arrive quand même à manipuler le robot, c'est quand même exceptionnel et ça ouvre plein de cas d'usage quoi, c'est trop cool. Mmh. Bah, ça fait partie d'un truc, nous, qui nous tient à cœur chez Phospho. C'est en robotique, quand tu es sur Twitter, quand tu lis des papiers de recherche, tu vois plein de vidéos de fous, tu vois plein de papiers comme quoi on a réussi à faire des choses hyper impressionnantes. En attendant, ces robots, on peut pas les acheter, on peut pas les essayer, hein. Moi, j'attends encore de pouvoir passer une commande chez Figure. Ah bien Donc, sûr. nous, c'est un peu l'inverse. On a envie de prendre le contre-pied de ça et un, que ça existe vraiment et que ça arrive dans la vie des gens, et deux, que ce soit le plus simple à prendre en main. Alors donc dans ce cas-là, je pense que je comprends un peu ce que tu décris. Tu te dis: «Il y a un play, il y a une opportunité peut-être extraordinaire, heu, open source un petit peu sur la robotique comme ce qu'il y a eu sur l'IA», et au-delà de l'opportunité, c'est aussi, de l'évangélisation, de la démocratisation et faire avancer donc le progrès, donc l'innovation plus rapidement. C'est comme ça que tu vois les choses un peu? Alors oui, c'est même plus qu'une opportunité, c'est que, hem, on va peut-être en parler après, mais là, la robotique, c'est un des prochains, secteurs qui va se faire très profondément modifier par l'IA. Mmh. C'est ce que disait, Jensen de NVIDIA, on est très proche du ChatGPT moment de la robotique, et Bien sûr. c'est probablement vrai. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Pour autant, pour que ça arrive, la plupart des pièces du puzzle sont là, mais il en manque encore quelques-unes. Et une des pièces qui manque, c'est celle qu'on est en train de construire avec Phospho, c'est de permettre à des développeurs, à des gens du ML ou même à tout à chacun de pouvoir contrôler des vrais robots
et brancher des applications d'IA dessus. Ah ouais, ouais. Non, non, mais c'est canon et comme tu dis, c'est sûr que, ben, aujourd'hui, bah, oui, un robot figure, ou Optimus, en tout cas, on peut pas le commander sur internet, avec une CB. Hem, même si je crois que toi, vous avez un chien au bureau depuis quelque temps, non? Exactement, Un donc nous, chien robot? on a un chien robot. Moi, j'aime que les chiens robots, pas les vrais chiens. Hem, Globalement, oui, bah, au bureau, on a aux grandes dames de nos colocataires, mais on a beaucoup, beaucoup de robots au bureau. Donc on a un peu de tout, ça va, des robots, qu'on vend, que tu évoquais, donc les robots VR, à des robots industriels plus gros, à et maintenant on a aussi des robots qui se déplacent, on en a différents et un des robots qu'on a, c'est, ouais, des chiens robots. Donc on a des chiens robots maintenant dans les bureaux qui sont contrôlés par Roscoe. Ah mais et le chien robot, alors il me semble ça doit être c'est un Unitree, non, votre chien robot? Exactement, c'est un Unitree. Ça coûte combien un chien robot Unitree en gros? Non, non, Pour bah, les prix sont publics et c'est assez choquant, parce que c'est pas très cher. c'est quoi? C'est Heu, 2 000-3 000 $, non? Un truc comme c'est à ça? peu près, ouais, 3 000 en parce qu'après, c'est quand même plus cher, faut le faire Mmh. importer et cetera, mais tu peux t'en Ouais. sortir pour, 3 000 $ à peu près, sur les moins chers. Après, ça peut monter jusqu'à 100 000 $ si tu veux des trucs, plus compliqués. Ah ouais. Ah ouais et tu le fais importer, mais par contre tu dois le faire importer, ouais, ouais, OK. Mmh. C'est un petit peu plus compliqué, ouais. Unitree, ils ont l'air quand même très forts, hein, donc entreprise chinoise, de la robotique. En tout cas très fort sur l'industrialisation, de cette chaîne robotique, ouais. Mmh. C'est un peu le DJI des robots. Mmh. Ils ont un positionnement qui est assez intéressant. Ils sont un peu dans un entre-deux. Mais globalement, ils essayent de faire un peu comme DJI à l'époque pour les drones. Donc c'est faire des robots, très bien finis, que tout le monde peut acheter. Alors c'est un petit peu cher et ils font le logiciel, l'IA et le robot lui-même. Et donc ils font des chiens robots, ils font des humanoïdes aussi maintenant. Mmh mh. Après, ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est que, bah, à un moment, tu peux pas tout faire, donc ils sont très bons sur des robots de très bonne qualité, Mmh. mais forcément, ils se concentrent moins, contrairement, par exemple, à des figures, à des Tesla, à des One X, ils se Ouais. concentrent moins sur la partie, cerveau. Mmh. Ah ouais, bien sûr. Hem, mais on a donc en effet le G1, j'avais vu le G1 qui était affiché à, je crois, il me semble comme ça 16 000 $, le H1, donc des super robots. Mais par contre, ce que tu dis est intéressant par rapport à tu dis comment? DJI, c'est ça? Je sais Excuse-moi. pas du tout si c'est comme ça qu'on dit, mais Enfin, je pense que tout le monde voit DJI, la DJI. Heu, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens, il y avait en fait, on avait les drones, Parrot qui étaient excellents. Donc Parrot, entreprise française, je pense, qui était vraiment, en avance sur le marché et en vrai, DJI là, ils sont arrivés, ils ont explosé ce marché très, très rapidement, hein, par la suite. Ouais. Donc je pense qu'ils font un petit peu la même stratégie. Pierre-Louis, revenons un petit peu en arrière. YC, ça tu as pensé quoi de YC? Tu as trouvé que c'était, une bonne expérience, que c'était challenging? Comment ça s'est passé? YC, c'était incroyable. Mmh. Donc c'était une très, très bonne expérience. YC, donc ça dure 3 mois. Tu vas à San Francisco. On a bougé à San Francisco pour Ouais, l'occasion. Et non, expérience incroyable. Quand c'est ta première boîte, même deuxième, voire ouais. troisième, tu as énormément à apprendre. Tu apprends beaucoup et là, surtout, tu apprends avec des gens, qui sont d'un certain calibre. Pour te donner un exemple, Mmh. du coup, on savait qu'on était pris avant le début du batch, normal. Donc on était, dans notre groupe, dans notre Slack, avec nos différents partenaires avec qui on allait travailler et cetera et il y a un des partenaires qui a dû partir, c'était Emmett Shear parce qu'il est devenu CEO d'OpenAI pendant 3 jours quand, Sam Ah Altman s'est ouais, fait virer et qu'après il est revenu. Donc ça te donne un peu le calibre du genre de personne, où ah tu es ouais, en interaction constante avec eux, pour qu'ils te donnent des conseils, souvent qu'ils t'expliquent pourquoi ça va pas. grave. Ça, c'est assez exceptionnel. Ensuite, après, ce qui est assez fou aussi, c'est, les gens du batch. Mmh mh. Tu avec plein de gens qui sont complètement fous, très talentueux et ça, c'est une émulation qui est incroyable. Pour Ouais, te donner un peu le niveau, d'ambition des gens, ces premiers jours, j'arrive, je me retrouve, tu vois, on est un peu mélangés à droite à gauche. Je ouais, me retrouve tout seul entouré d'américains et cetera. Je me dis: «OK, c'est parti». J'attrape le premier mec qui bouge, je lui dis: «Bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici?» Il me dit: ouais. «Moi,
je suis là pour tuer Boeing. C'est bon ça. Il me dit: «Comment ça?» Il me dit: «Bah, je suis là pour tuer Boeing, donc je vais faire un airliner et tuer Boeing». Bon là, il y a différentes étapes, je t'explique rapidement. En fait, le plus simple, c'est d'abord je fais des jets supersoniques pour mettre du cargo en orbite. Ensuite, je fais des jets supersoniques pour l'armée et les mecs super riches et après je fais un airliner parce que c'est plus compliqué. Je me suis dit: «Énorme mythomane, grand classique de la Silicon Valley». Mmh. Pas du tout. 3 semaines après, il m'a envoyé une vidéo. Le gars avait vraiment un hangar dans San Francisco, en face des bureaux de Airbnb, où il testait des moteurs de, tu vois, de jet, je sais pas, avec des flammes, etc. Et du coup, Waouh! au début du batch, ça faisait la taille d'une boîte à chaussures. Et à la fin du batch, ça faisait 3 mètres de long. Et voilà, c'est ce qu'il a fait pendant le batch ici. Incroyable, incroyable, méga exemple. Ah ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est ce que tu m'as dit en amont, ce que m'ont dit nos amis, Laodice, Brival, d'Argile. C'est un peu, ça t'encourage en tout cas un peu à think, bigger, quoi. Enfin, penser plus gros, penser plus fou, ne pas se mettre de limites, aller plus vite, quoi. C'est ça, un peu toutes les valeurs du YC, quoi. Ah, c'est ça, déjà, tu as le premier niveau qui est déjà, tu es aux États-Unis, donc tu n'as pas le même rapport à l'échec, le même rapport au business, etc. Ouais. Contrairement par rapport à la France, par exemple. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est que eux, c'est un peu un condensé de tout ça, encore plus puissant. Donc, c'est ça, en fait. Et c'est aussi le genre de boîte qui recherche à funder, avec qui ils veulent travailler. Mais euh, la première séance, tu es aussi t'es mis en groupe, tu vois, avec d'autres boîtes qui sont un peu comme toi, pour t'entraider, C'est ça. etc. Et tu as, un point toutes les 2 semaines avec tes différents partenaires. Et ils nous font asseoir comme ça, ils nous disent, bon les gars, vous avez une phrase pour nous dire c'est quoi votre plan pour arriver à 100 millions d'ARR. Et de toute façon, si vous ne savez pas répondre à la question maintenant, soit vous ne connaissez pas votre business et c'est choquant, soit c'est que c'est pas possible et il faut changer de business. Et je crois qu'il y a pas de problème à changer de business. Enfin, justement, vous avez pivoté, mais je crois qu'il y a plein de pivots, vous y étiez là-bas sur un autre projet? Mais je crois Non. qu'en fait, YC, il y a plein de boîtes qui pivotent et c'est pas un problème. Si l'équipe est super talentueuse et tout ça, grosso modo, go, quoi. Enfin, on change, on En fait, avance. je pense que la question de est-ce que ça pose problème de pivoter ou pas, Ouais, elle est à mettre au regard de quel genre d'entreprise que tu veux faire. ouais. Si tu veux faire une boulangerie et que tu veux pivoter, là, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas l'ambiance. Mais si ton objectif, c'est créer une boîte vraiment nouvelle, type startup tech, et que ton but, c'est d'être le prochain Airbnb, prochain Stripe, le prochain Facebook, en fait, au bout de 6 mois, tu sais si tu es sur la bonne trajectoire ou pas. Et la plupart du temps, tu ne le seras pas. Donc, c'est pour ça que au YC, c'est complètement OK de pivoter, c'est même encouragé. J'aurais peut-être même tendance à dire que les gens over pivotent un petit peu trop au YC. Ah, c'est bon ça. Ouais. Mais tu vois, je crois les statistiques, je sais plus, mais je crois que c'est pendant YC, tu as à peu près la moitié des boîtes qui vont pivoter. Et même globalement, dans toute la vie des startups, une fois qu'elles sont rentrées à YC, c'est énorme le taux de boîtes qui vont pivoter même après. Je pense que c'est important de l'entendre, de le dire ici. Surtout sur une industrie, comme on le dit à l'instant, aussi mouvante que l'IA, que la robotique, aussi mouvante, aussi jeune, avec autant d'opportunités. Une des preuves récentes, hein, c'est Windsurf. Je ne sais pas si tu as vu, mais Windsurf qui vient d'être acheté pour 3 milliards de dollars par OpenAI. Windsurf, avant, il faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec un outil de génération de code avec l'IA, et ils ont pivoté en voyant au moment où ils ont vu ChatGPT. Et derrière, après, c'est quand même construire une boîte à 3 milliards de dollars en 2 ans. Ouais. Donc, et je crois, Pierre-Louis, que donc maintenant, en plus, vous êtes devenus un petit peu des spécialistes. Je crois que même ton frère a fait YC, et qu'avec nos amis d'Argile, maintenant, vous coachez les équipes françaises qui veulent rejoindre le meilleur accélérateur du monde, non? Exactement, mon petit frère a fait YC aussi. Cool. Ouais, Euh, trop bien. bah, on coach pas vraiment, mais tu vois, forcément, tout le monde sait qu'on a fait YC, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions et ils ont raison. Mhm. Et du coup, bah, on essaye de répondre quand les gens ont des questions et que c'est des questions, tu vois, qui sont pas, il n'y a pas de Bien sûr. réponse publique dessus. Ouais, bien sûr. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que les valeurs de YC, tout ça, enfin, tu sens que c'est un truc aujourd'hui, en tant que chez Phospho, qui vous porte encore, quoi, enfin, qui vous drive, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. On a encore un lien fort avec ces valeurs. Ouais. C'est assez ancré dans notre ADN, dans notre manière de travailler. Euh, Itérer très vite,
core value la valeur la plus importante chez Fosfo, c'est la valeur de YC, c'est créer un produit que les gens veulent Mmh. et ensuite tout en découle. Ça veut dire que quand on sait que les gens veulent quelque chose et que ça n'existe pas, bah, qu'il faut aller très vite pour le créer, faire parfois des trucs très compliqués ou très simples pour y arriver. Mais aussi de l'autre côté, de toujours s'assurer que, OK, est-ce qu'on fait vraiment des trucs que les gens veulent? Est-ce que non, on doit tuer cette feature, on doit tuer ce produit, Mmh. etc. Donc, Ouais. ça a un impact très fort. Et même après YC, tu gardes un lien très fort avec YC par rapport aux boîtes que tu as côtoyées, aux personnes que tu as rencontrées. Tu vois, on a un lien très fort avec notre partenaire. Nous, c'est Nicolas Dessaigne. Même là, Mmh. bah, littéralement, aujourd'hui, on discutait sur Slack d'un sujet pour la boîte. Euh, et le lien continue. Et ensuite, tu as pas mal de trucs alumni. Chaque année, tu peux aller à San Francisco à la Alumni Reunion. Et tu vois, tu as et des gars qui viennent de finir YC, qui sont perdus, qui font n'importe quoi. Et de l'autre côté, tu as des anciens de YC, tu vois, des gens de Photoroom, des gens de Scale AI, des gens de plein de boîtes qui reviennent aussi. Mmh. Ah, excellent. Nicolas Dessiagne, bien connu, hein, justement avec, Algolia, donc, méga boîte du search. OK, trop bien. Pierre-Louis, peut-être dernière petite question IA avant de passer vraiment à ce qui nous intéresse à fond là maintenant, sur la robotique. Juste sur le vibe coding, des outils comme, Lovable, Bol.new ou, un super agent comme, Manus. C'est des outils que tu as essayé un petit peu? Qu'est-ce que tu en as pensé, de ces outils-là? Moi, j'ai essayé même des outils moins packagés, tu vois, des cursors, des windsurf. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Pour l'instant, je suis pas encore complètement convaincu. Mmh. Euh, Pas par rapport à la puissance des outils qui sont très puissants. Je pense que c'est pas encore très clair à qui ces produits s'adressent et comment bien les faire rentrer dans une équipe. Et aussi, je pense que le deuxième truc, c'est que c'est des outils qui sont très très puissants pour les gens moins techniques, mais surtout pour les gens qui travaillent tout seuls. Parce que tu vois, nous, on a le problème de, on est plusieurs dans l'équipe. Et Ouais. comment est-ce que tu commences à collaborer quand bah, chacun prompt cursor, lovable, whatever, ça devient n'importe quoi en fait. Donc, je pense que ça n'a pas été craqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu par ces outils, parce que ça c'est moins adapté à moi, à la manière dont je travaille. Et du coup, aujourd'hui, c'est plutôt, on va utiliser les derniers LLM qui sont sortis, mais ça reste nous qui les promptons et qui intégrons les changements dans nos codes base. Alors je suis, 100 d'accord, avec toi. Une très bonne analyse et notamment par rapport à ta startup et après c'est vrai que je viens de voir, il y a un petit peu un bruit, une tendance là dont on parle, de A16Z parle de ça et quelques personnes en parlent, et c'est le mode multiplayer Ah bah voilà. sur ces outils de vibe coding. Lovable, tu vois, a sorti quelque chose aussi et c'est pour pouvoir les utiliser à plusieurs, donc tu as trop raison. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça pourrait changer les choses de pouvoir, coopérer sur ces outils de vibe coding, ouais, tout à fait. Mmh. Donc attendez-vous au mode multiplayer. Les agents, Pierre-Louis, dernière question avec laquelle je t'embête. Les agents, c'est une réalité pour toi? Tu penses que on est dedans et tout ça ou pas? Mmh. Ah, le terme d'agent, ça fait très longtemps qu'il existe et il Ouais. désignait plein d'autres trucs avant. Tu Mmh vois, par mh. exemple, on parlait déjà d'agent, par exemple, quand tu avais DeepMind qui avait des modèles qui jouaient tout seuls, à Atari, par exemple. Donc ça Oui. existait déjà. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de un concept, technique, tu vois, qui était utilisé dans le monde de la tech, à quelque chose qui est expérimenté par les gens, puisqu'ils ont maintenant, c'est très facile, la barre est beaucoup plus basse, où tu peux vraiment demander un service à du Mmh. logiciel et il va y arriver. Tu vois, par exemple, des devines, des manus, et cetera, où tu lui demandes un service à travers un prompt et il va tout seul aller chercher, et cetera. Donc, je ne sais pas ce que je dois répondre à est-ce que je crois aux agents ou pas. Je pense que c'est juste un terme technique qui décrit une réalité, mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est plus d'étudier ce que ça représente dans la manière dont les gens interagissent avec les produits. Et je pense que ce que ça montre, c'est que ça commence à être accepté par les gens et même à être source d'intérêt, de plus complètement contrôler ce qui se passe à travers des interfaces, des boutons, etc. Et de dire, OK, non, en fait, je vais envoyer ChatGPT Deep Research se balader sur Internet. Il va tout regarder pour moi et moi, je veux juste la réponse. Et je ne vais pas regarder pendant 15 minutes qu'est-ce qu'il fait sur Internet. Mmh. Non, non, mais c'est sûr. Agent, hein, moi j'ai une nouvelle définition, pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent donc c'est vraiment donc,
un modèle qu'on va choisir, des tools qu'on va lui donner qu'il peut utiliser, donc se connecter à Internet, faire du code, etc., des instructions qu'on va lui donner pour le guider. Et, et tu l'as dit, donc ben, Deep Research ou Manus, en effet. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que il y a vraiment cette notion de service. C'est que en effet, ben, on est très loin du bot, du chatbot SNCF. On est vraiment sur une autre notion, sur un agent qui va être plus autonome, plus indépendant, qui va nous rendre un service de plus grande valeur, et ce qui va très certainement rapidement nous faire nous poser des questions sur, ben, derrière, est-ce que on doit le payer 20 balles par mois en SaaS et tout ça classique, ou est-ce qu'on doit le payer comme un employé, quoi, enfin, d'une certaine manière, s'il nous rend un service comme tu viens de le dire, quoi. Complètement Ouais. d'accord. Bah, j'en parlais avec mon frère ce week-end. Moi, je Mhm. pense que aujourd'hui, ils sont obligés à cause de la concurrence, etc. Mais factuellement, 20 $ pour ChatGPT+, c'est pas du tout assez cher. Hmm. Ils perdent de l'argent, enfin, exactement, les investisseurs sponsorisent tout ça. Euh, Écoute, trop cool. Pierre-Louis, passons maintenant un peu à la robotique. Donc, tu viens de nous dire, il y a un instant, la phrase de Jensen. Jensen, c'est un peu une idole aujourd'hui. Donc, le moment de ChatGPT est en train d'arriver, is just around the corner. Donc, OK, on voit bien. Ça, toi, tu penses aussi que ça arrive, ce moment robotique. Sam Altman vient de nous dire que pour lui, c'était 2025, l'année des agents qui commencent à fonctionner, en particulier sur le code, qui fonctionne bien. 2026, l'année des découvertes scientifiques avec l'IA générative. Et 2027, selon lui, les robots qui passent d'être un objet de curiosité à quelque chose qui est un vrai créateur de valeur économique. Donc Sam Altman qui dit ça. Toi, tu penses que ça y est, on est dedans, que là, on arrive au moment robotique, c'est maintenant qu'il faut prendre la vague? Ah bah, j'en suis persuadé, sinon je serais pas en train Bien de sûr. justement créer tous ces outils pour les robots chez Ouais. Phospho. Absolument, bah, si on regarde là, quasiment tous les points bloquants ont été éliminés. Il reste quelques points, dont certains qu'on est en train d'adresser avec Phospho. Ouais. Et maintenant, tous les acteurs commencent à s'intéresser. C'est la suite logique. Et c'est la suite logique d'un point de vue prochaine industrie qui va être disruptée. Et c'est aussi la suite logique pour la vague actuelle qui est, là, je pense qu'on n'a plus besoin de démontrer à personne que dans le monde un petit peu, entre guillemets, virtuel, euh, les LLM, les modèles d'IA générative, ça change complètement la manière dont on considère le travail, dont on peut créer de la valeur. Et maintenant, l'étape d'après, c'est quoi? Bah, évidemment, c'est le brancher dans le monde réel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est ça qui va se passer. Et enfin, le dernier point, c'est que si on parle d'un point de vue plus technique en IA, à chaque fois, ce qui gagne en IA, c'est la bitter lesson, c'est toujours l'approche la plus générale où tu peux envoyer le plus de données, le plus de compute, et ensuite, c'est ça qui va gagner. Et c'est ça qui a gagné sur les images, où avant, tu avais plein de modèles spécialisés, à la fin, tu as un très gros modèle qui marche très bien. C'est ce qui s'est passé sur le texte. Maintenant, en fait, un modèle comme ChatGPT, il est bien meilleur que tous les petits modèles spécialisés que tu peux entraîner. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en robotique, il est en train, la courbe comme ça est en train de croiser, les courbes sont en train de se croiser sur. Maintenant, tu as des modèles très généraux en robotique, un petit peu Mhm. comme des LLM, que tu peux prompter et qui ensuite prennent des actions directement. Oui, je pense qu'on est vraiment pas très loin du ChatGPT Mon de la robotique. Ah ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, la robotique, il y a plusieurs études, il y en a une qui est très connue de Morgan Stanley, mais on parle d'une industrie qui potentiellement peut être colossale, hein. On est en dizaines, plusieurs dizaines, hein, 38, 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires à quelques années. Toi, tu le vois comme une industrie gigantesque? Bah, c'est massif parce Mm. que il y a deux choses. Si tu regardes juste aujourd'hui, si tu enlèves tous les processus où il y a un humain dedans qui doit faire Mhm. une opération, tu n'as quasiment plus rien dans l'économie qui fonctionne. Ouais, c'est Et sûr. ça, c'est juste si tu regardes ce que tu peux remplacer, mais il y a aussi tout ce que tu vas pouvoir créer, où tu vas pouvoir, par exemple, bah, tu vois, en France, par exemple, les usines, elles tournent pas la nuit. Enfin, pas Mhm. toutes. La plupart, elles tournent pas la nuit. Demain, si c'est des humanoïdes, c'est pas un problème moral de dire on oblige des robots à travailler la nuit. Mm. Donc, Ah ça ouais, va ouais. être énorme. Après,
je suis toujours très intéressé par. Je trouve ça toujours amusant quand les analystes de Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., sortent des chiffres complètement random comme ça. Ouais, ouais. Mais bon, oui, globalement, c'est pas très dur de dire que ça va être massif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans tous les cas, on parle de tout ce qui est fait par, l'être humain de manière, physique aujourd'hui et ça, c'est dans tous les cas, c'est monumental et ça reste quand même, la plus grosse partie de l'économie. Bah, d'après Au le CEO de Figure, tu vois, par exemple, Ouais. lui, les chiffres qu'il donne, c'est que 55% du PIB mondial, c'est en corrélation directe avec du travail humain, au travail au sens physique. Mmh. Il est très fort, ce Brett, Hadcock là. En effet, je le suis sur X. Ta vision du marché, Pierre-Louis, sur les grands acteurs aujourd'hui dominants sur la robotique, c'est quoi selon toi aujourd'hui? Euh, Ce qui est en train de se passer Sachant sur que la ça va robotique, certainement évoluer, hein, c'est ce que tu vas nous absolument, expliquer. mais globalement, ce qu'on voit sur la robotique, en fait, c'est que, comme dans beaucoup de secteurs, les gens qui vont changer le monde de la robotique, c'est pas les gens du monde de la robotique. Nous, c'est notre thèse chez Phospho, c'est d'ailleurs les outils qu'on crée. Euh, et en fait, c'est pas les roboticiens qui vont changer le monde de la robotique, c'est des nouveaux acteurs qui vont rentrer et qui sont ils sont déjà en train de complètement changer la manière dont on fait de la robotique. Tu vois, c'est les gens qui viennent du software, c'est les gens qui viennent de l'IA, etc. Donc nous, par exemple, c'est ce qu'on fait chez Phospho. Si tu sais faire que du software et si tu sais faire que de l'IA et pas du tout de la mécanique, de la robotique, tu peux quand même utiliser des robots grâce à nous. Et je pense que c'est ce qui va se passer de plus en plus, où en fait toute la partie de contrôle, en gros tous les trucs un peu bizarres de roboticiens, ils vont disparaître, ça va juste être des gros modèles d'IA, c'est ce qui se passe de plus en plus. Et ensuite, le deuxième truc qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu installes des robots dans des endroits, c'est des robots très spécialisés. Tu vois, c'est OK, il faut mettre des sandwichs dans des boîtes de sandwich triangle. Ben, on va faire un robot spécial pour faire ça, avec les bonnes caméras, les bons capteurs, sur la bonne chaîne de production. Ce qui se passe, c'est en IA, tu vois, c'est comme maintenant, tu as un modèle ChatGPT qui te permet de tout faire, même générer des images maintenant. Ben, en Mmh. robotique, ça va être pareil. Tu vas avoir quelques plateformes, c'est pour ça que tout le monde est hyper intéressé par les humanoïdes, où tu as un, deux, quelques types de robots qui peuvent quasiment tout faire. Mmh. Ah écoute, alors je vais reprendre tes 2 points parce que c'est passionnant. Le 1er sur ce que quand tu me dis justement, en fait maintenant ça va venir de l'IA, ça me fait penser un petit peu, ben, à l'exemple de Tesla, sur les voitures autonomes en tout cas, hein, au final, bah, le gros du progrès, il est arrivé ces dernières années grâce à l'IA en particulier. On nous dit que l'IA a remplacé 300 000 lignes de code, sur la Tesla pour le programme d'autopilote et ça me fait marrer parce qu'on en avait parlé ensemble au sommet pour l'action sur l'IA. Je ne sais pas si tu te souviens. On était avec notre cher Brival et on parlait de ça. Et on parlait de Luc Julia. Et tu sais, Luc Julia, qui est aussi un peu monsieur IA chez Renault. En gros, il a un discours où il est assez sceptique et il dit bah, un véhicule qui peut faire le tour de la place de l'Étoile à 18 heures, il pourra jamais le faire. Le niveau 5 n'existera jamais. Et, et tu te souviens, on parlait de ça, et là c'est marrant, je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo qui est sortie sur Twitter ce week-end, où justement il y a une Tesla qui te fait le tour de l'Arc de Triomphe sans les mains, assez facilement. Et c'est marrant. Après, attention, on sait très bien que toi et moi, que Luc Julia a apporté des contributions, a fait des choses incroyables il y a quelques années, mais son propos était un peu limitant, tu vois. Je sais pas si tu as vu ça, ça me faisait marrer, mais c'est de se dire, ben, en fait, l'IA va permettre, en effet, comme tu l'as dit, d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans le futur sur la robotique, quoi. Ouais. Mais c'est toute la thèse du mouvement accélérationniste. Mmh. C'est que en fait, aujourd'hui, tu as des outils qui sont en train d'émerger, qui sont des catalyseurs d'accélération. Et donc ensuite, c'est un caractère exponentiel, puisque tu sors des nouveaux outils qui te permettent d'aller plus vite. Donc l'outil de demain, tu vas le sortir encore plus vite, qui va te permettre d'aller plus vite. Et c'est là où tu comprends que c'est plus une progression linéaire dans l'histoire, où on ajoute toujours des petites briques. C'est une progression exponentielle, où chaque brique démultiplie l'arrivée de la prochaine brique. Deuxième point, c'était ma question. Donc, est-ce qu'il faut des robots humanoïdes ou pas? Et en fait, c'est ce que tu me disais, c'est que grosso modo, ben, le robot qui fait uniquement le sandwich triangle, ou celui qui est vraiment limité, ben, dans quelques années, il va être remplacé par un robot qui peut tout faire, quoi, grosso modo.
Il y a C'est ça 2 ta façons. vision? Alors que pour l'instant, vous faites les bras robotiques, enfin, vous ne faites pas que ça, mais c'est quoi ta vision là-dessus? Ouais. C'est une très bonne question et en fait, il y a 2 manières de répondre à cette question. Mhm. La première approche, c'est de dire à l'état stationnaire, donc dans 5 ans, qu'est-ce que ça sera? Bah, ça sera Mhm. des humanoïdes parce que c'est le form factor qui s'adapte le mieux à notre environnement. C'est très complet. Ça a été montré, tu vois, tout le monde autour de nous, la hauteur des tables, les poignées, c'est fait pour. Donc, Ouais. on va pouvoir en mettre partout. Donc, à long terme, c'est sûr que ça sera majoritairement des humanoïdes, à part pour des peut-être quelques tâches spécialisées. Par contre, effectivement, là, on n'est pas en train, enfin, on n'est pas complètement en train de fabriquer des humanoïdes chez Phospho, Mhm. mais pourquoi? Parce que on va pas attendre les premiers humanoïdes, ça va être dans 3, 4, 5 ans. Hmm. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Et nous, on pense que dès aujourd'hui, il y a déjà tellement des énormes progrès qui sont faits sur l'IA qu'il faut il faut s'en servir et il faut commencer à mettre ça dans la vraie vie des gens. Et c'est ce que je te disais au tout début, c'est que nous, notre but, c'est pas de faire les meilleures démos Twitter, de dire OK, dans 5 ans, ça va être énorme. Ouais. Nous, chaque jour, on se dit OK, comment on fait des trucs qui existent vraiment et qui créent de la valeur pour les gens, là, horizon une semaine, 2 semaines. Tu vois, c'est plus l'approche pour ici. Mais j'adore ça et écoute, moi ça a créé de la valeur pour moi, ça a créé parce que moi j'avais envie d'essayer, tu vois? De me rendre compte de ce qu'on pouvait faire. Ça a créé de la valeur pour mes enfants, à un niveau, tu vois, éducatif, pédagogique. Je suis 100 aligné et alors que, tu vois, non, bah, pour l'instant, j'ai pas le chien robot à la maison et je peux pas avoir le G1, non plus ni l'Optimus. Ah ouais, tu as raison. Tu raison. Comment créer de la valeur tout de suite? C'est hyper intéressant et c'est ce que tu arrives à faire. Bravo. Hem, j'ai vu un de tes posts sur LinkedIn que j'ai trouvé très intéressant sur OK. la téléopération. Et ça donc c'est un grand sujet, les robots téléopérés. Il y avait eu une démo que moi j'avais trouvée extraordinaire de Elon Musk avec, Optimus. Et au même moment, il y avait des voitures autonomes Tesla, un petit bus ou un petit car Tesla. Mais surtout, ce qui avait choqué tout le monde, c'était de voir des robots déguisés en cow-boys qui servaient des cocktails et tout, avec un chapeau de cow-boy. Ça se passe au Texas, hein, je pense, à côté d'Austin, là où il y a le siège de Tesla. Et, toi, et tu parlais un petit peu de ça, tu disais que, bah, qu'il y avait pas mal de démos, en effet, sur lesquelles bah, il y avait de la téléopération. Je pense que c'est pas forcément un problème. Figure, à chaque fois, ils nous font leur démo dans une cuisine. Euh, après, et tu postais une vidéo d'un marathon. Hein, on voyait des gens en train il y a eu un marathon, je crois que c'était à Pékin, qui est quand même très intéressant pour l'adoption, pour faire réfléchir, pour faire parler de ces robots. Et dans ta vidéo, on voyait un type courir derrière le robot avec comme une manette de PlayStation pour le guider. C'est quoi ta vue sur la téléopération, cher Pierre-Louis? Hem, je pense que déjà le doigt sur lequel on met, c'est que la confiance des gens, elle a été brisée parce qu'il y a eu des fausses démos qui ont été faites. Des Bien démos, sûr. on a un peu menti et du coup maintenant, bah, forcément, tout le monde se dit: «OK, est-ce qu'on est encore en train de me mentir ou pas?» Donc le premier truc, c'est que ça souligne qu'en robotique et c'est pour ça que tu as des initiatives de robotique open source comme ce qu'on fait nous, ce que fait Hugging Face et cetera. En Ouais. robotique, tu as un sujet de souvent les choses sont très fermées, très cachées et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Et comme personne ne peut acheter ces robots, personne ne les a chez eux, ben, du coup, forcément, tu es sceptique. Puisque on te montre un truc, mais tu peux pas le recréer et tu peux pas regarder comment ça marche. Et tu peux pas, et t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et tu peux pas l'essayer. Alors, ChatGPT, même si moi j'ai pas le code, je peux l'essayer, quoi. Je peux le torturer, lui parler pendant des heures pour essayer de comprendre comment il marche. Un robot Optimus ou un robot Figure, aujourd'hui, je vois la vidéo, mais je peux rien faire, quoi. T'as raison. Ben voilà. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième truc, c'est d'un autre côté, il faut aussi se dire, OK, qu'est-ce qu'on essaye de montrer? Et c'est pour ça que c'est ce que je disais à la fin du post, que oui, ces robots, ils sont contrôlés à distance par des joysticks, enfin même pas à distance, le gars, il court derrière. Ouais. Mais c'est quand même intéressant parce que ce qu'ils montrent, c'est pas que le robot est capable de courir tout seul le marathon. Ce qu'ils montrent, c'est ils ont réussi à faire plus la partie, tu vois, équilibre, locomotion du robot. Et déjà, faire courir un robot, d'un point de vue, avoir des jambes suffisamment solides, suffisamment précises et avoir un modèle de stabilité, de course qui marche bien, c'est Mmh. déjà très dur. Donc c'est Ouais. ce qu'il faut voir aussi dans les démos, qu'est-ce qu'on montre? Ah ouais, ouais, complètement.
Mais dans tous les cas, il y a on a un progrès qui est énorme, hein, au niveau de ces actuators, un petit peu de ces articulations, des robots qui permet de leur donner leur force, quoi. C'est ça aussi, hein. Bah, tu es Hem, obligé, tu en gros, tu as des problèmes partout à régler, mais en robotique, bah, tu as encore plus de problèmes qu'en machine learning et les 3 grands problèmes que tu as, c'est le hardware, les moteurs, le fabriquer les choses. Le logiciel, comment tu fais tourner des trucs dessus, tu vois, un peu le système d'exploitation, pour les robots et les modèles qui sont un peu le cerveau, c'est comment tu as un robot où à la fin, ce que tu veux, c'est lui parler, le prompter, il va faire ce que tu veux. est-ce qu'on a des modèles, spécifiques donc pour les robots? Oui, maintenant, il y a des modèles d'IA, spécifiques qui sortent. Il y en a qui ont été sortis par NVIDIA, il y a des startups spéciales qui font ça, hem, où en fait, c'est des modèles qui sont tu vois, un petit peu comme aujourd'hui ChatGPT, il peut Mmh. sortir du texte, il peut sortir des images, il peut sortir du son. Bah, en Ouais, fait, tu fais la même chose, mais tu lui fais sortir des actions, ça s'appelle, qui vont directement être exécutées par le robot, tu vois? ouais. Est-ce que tu penses que ChatGPT, 5, 6, pourrait commander des robots, par exemple? Je sais pas à quel point c'est public, mais en tout cas, OpenAI, il s'intéresse de très, très près à la robotique. Mmh. Et après, bah, je sais qu'ils étaient sortis de leur partenariat avec, Figure, ou plutôt Figure était sorti du partenariat avec eux, mais eux aussi, oui, tu as raison, ils investissent, ils font des choses dans la robotique. OK, super. Petite question, Pierre-Louis, sur, l'impression 3D aussi. J'en parlais dans certains de mes épisodes. Je me suis acheté une imprimante 3D, j'ai essayé de faire quelques trucs, mais ce que j'ai vu, c'est que vos kits, vous les 3D printés, j'ai eu la chance de voir ça au bureau et ça marche super bien. J'ai trouvé que c'était hyper résistant. D'ailleurs, je m'en sers, hein, très régulièrement. Heu, Selon toi, donc l'imprimante 3D, c'est une révolution, en tout cas, pour pouvoir prototyper, tester des choses, et commencez-vous à vendre des kits un peu là? Ouais, c'est hyper intéressant l'impression 3D et ça a beaucoup baissé la barre, tu vois, des, Mmh. 1 à 10, robots, de pouvoir très rapidement tester des choses, et ta boucle d'itération, tu vois, ce qui est très important, très, YC, c'est à quelle est la vitesse de ta boucle d'itération et sur le logiciel aujourd'hui, tu vois, sur les apps et cetera, on a des apps de malades parce que tu peux super vite faire un 1er MVP, tu peux très, très vite itérer quand il y a des problèmes, quand il faut rajouter des fonctionnalités et c'était moins vrai sur le hardware. Et grâce à des technos comme l'imprimante 3D, bah, c'est plus vrai. Tu vois, nous, quand il y a un problème, on veut changer une pièce, on se dit: «Ah ouais, là, cette pièce, les gens, ils nous font remonter les problèmes» et cetera. En Mmh. en 2 heures, elle est imprimée, on peut réessayer et cetera. Aujourd'hui, pour nos auditeurs, je crois que tu les as vendus un petit peu comme des petits pains au chocolat, ces bras robots. C qu'est-ce qu'on peut faire avec les bras robots? On a dit que tout le monde pouvait s'en servir, il suffit d'avoir un ordi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit peu? Quels sont les cas marrants, que tu vois chez tes utilisateurs et que tu mets et que tu as envie de pousser? Donc aujourd'hui, ces robots, c'est des bras. Mmh mh. Tu peux aussi leur mettre une base mobile pour qu'ils se déplacent, par exemple un chien. Donc tu peux faire toutes les choses autour de ça. Autour de la manipulation, Ouais. souvent, ce qui est cool, c'est quand ça manipule des choses dans ton environnement du quotidien. Donc les gens aiment bien tout ce qui est dans la cuisine, par exemple. Donc dans la cuisine, il y a, mettre le pain dans le toaster et lancer le toaster. Il y a lancer un café, mettre la capsule de café et cetera, des tâches comme ça. Tu as aussi toutes les tâches un peu, rébarbatives que les gens ont envie d'automatiser. Donc c'est plier des vêtements et cetera. Tu as peut-être déjà vu pas mal de démos sur Twitter de Ouais, plier du bien linge sûr. avec des robots et cetera. Bah, tu peux faire ça. Et après, tu as des cas plus exotiques, où là, par exemple, on a des gens qui ont acheté nos bras, qui sont, par exemple, il y en a qui s'en servent sur, des petits buggy aux Pays-Bas, pour attraper les déchets, sur les plages. Ah ouais? Ah ouais. Incroyable, incroyable. Et le plus fou, c'est un gars aux États-Unis qui a acheté ça pour, contrôler des pelleteuses. En gros, pour contrôler une pelleteuse, tu Waouh! as 2 joysticks et du coup, il a mis des bras phospho, plus il a connecté aussi les caméras qu'il a sur la pelleteuse et ça Sérieux? et ça peut faire bouger la pelleteuse. Ah waouh, ça j'y avais même pas pensé. Enfin, franchement, j'aurais même pas imaginé. Peut-être que toi non plus d'ailleurs à la base, mais Je te cache pas heu, qu'à la base, quand il m'a décrit son problème, j'étais un peu surpris. en fait, tu vois, tu pourrais,
voir un robot qui conduit une voiture aussi, enfin, exactement, enfin qui tourne le volant, mais c'est Je fou. crois pas si bien dire, un de nos clients, c'est une entreprise qui s'appelle Coma AI, qui font des voitures autonomes. Pardon, enfin, en gros, ils font un kit que tu branches dans ta voiture et ta voiture devient autonome. Ah oui, je connais, ouais, ouais, Et ouais, du ouais. coup, ouais, ils travaillent aussi là sur des robots, tu vois, un humanoïde, et cetera. Et du coup, c'était une des questions, la première question qu'ils nous ont posée, c'est: «Est-ce que ça peut tourner le volant d'un Cybertruck?» On s'est dit: «OK, ça va être marrant ça». Waouh! Ah, c'est un truc de dingue. Mais alors ton exemple de la pelleteuse, alors j'espère qu'il fait ça dans un endroit, sécurisé, quand même. Mais, ah ouais, c'est complètement fou, incroyable. Heu, Pierre-Louis, je le fais jamais, mais, si est-ce que tu veux donner un code promo pour, nos auditeurs sur, ton site de Phospho? Pour, commander un robot. Peut-être qu'on en a qui peuvent être intéressés, chauds. Je pense que le code promo, il a pas besoin d'être énorme, hein, mais si on peut t'amener quelques utilisateurs, ça peut être cool, quoi. Ouais, bien sûr, vous pouvez utiliser le code promo, NICOG, NICOG, et vous aurez, moins 20 sur tous les robots Phospho. Ah 20 c'est pas mal, 1000 merci, Pierre-Louis, au nom de tous nos auditeurs de Comptoir IA. Donc dans tous les cas, allez déjà faire un petit tour sur le site. Vous allez voir que c'est vraiment canon et je vous l'ai dit, donc la plupart des auditeurs me connaissent assez bien. Ils savent que je suis pas 100 tech ni développeur. Si moi j'arrive à me servir de ce robot, ça vaut vraiment le coup et je pense que les exemples qu'on a donnés là, ils font un peu rêver, ouais. Merci beaucoup Pierre-Louis, c'est super sympa pour ce code promo et surtout j'espère que ça va faire, des commandes. Continuons. Hem, Elon Musk nous dit 10 milliards de robots en 2040, 10 milliards de robots humanoïdes. Tu penses que c'est possible? Je pense que au vu de la vitesse de tout ce qui se Mmh. passe, de à quel point ça bouge, c'est un petit peu ambitieux de faire des statistiques qui vont jusqu'à 2040. Mmh. Par contre, fondamentalement, qu'est-ce qu'il dit? Dire: «Il y aura énormément de robots humanoïdes et qui auront un impact dans la vie des gens», parce que s'il y en a 10 milliards, ça veut dire qu'il y a quasiment un robot humanoïde par humain sur terre. Ouais. Ça, je pense que c'est vrai, surtout en 2040. 2040, c'est sûr, on est en 2025. Ah ouais, non mais et tu vois et donc j'avais fait, je trouve que c'est assez incroyable. J'avais fait un petit édito, donc moi je fais des éditos sur Madines, hein, pour nos éditeurs toutes les semaines sur Madines IA, Mmh. et j'avais fait un petit édito là-dessus parce que j'étais tombé sur des chiffres assez incroyables. C'était de se dire que grosso modo, bah, on avait potentiellement un déclin démographique, qui pourrait arriver en 2040, à partir de 2040. Même si au début on prévoit l'ONU prévoyait ça pour 2080, mais on nous dit que ça peut arriver un peu plus tôt que prévu, 2040, ce qui est pas forcément donc, une bonne nouvelle. Mais concrètement, c'est de se dire, bah, à partir du moment où il y a un déclin démographique, ben, la force de travail qui pourrait remplacer, la population, bah, ce serait la robotique et encore plus une robotique humanoïde qui ferait une espèce de remplacement sur la force de travail en un pour un, quoi. Mais espérons-le dans un premier temps sur, des tâches plutôt pénibles justement que personne n'a envie de faire, et pour gagner donc, heu, en niveau de vie, en confort, au niveau de la société, quoi. Bah, c'est sûr, on le voit déjà sur là plutôt les emplois, white collar, les emplois, qualifiés. Mmh mh. Aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de boîtes qui ont commencé à, par exemple, licencier des gens qui servent plus à rien parce que, tu as des LLM, tu as des agents et cetera qui font mieux que leur travail. Ouais. Donc ça et là, ce qui se passe dans le monde, heu, «virtuel» entre guillemets, bah, ça va arriver dans le monde physique. La différence étant que c'est plutôt l'inverse. Dans le monde physique, on manque plutôt, de gens pour faire ça. Mmh. Et bah, la réalité, c'est aujourd'hui comment on fait? Soit on a des problèmes quand on essaye de le faire chez nous, soit on va chercher des gens dans des pays, où on peut les sous-payer ou les faire travailler dans des conditions plus dangereuses et cetera, qu'on n'accepterait pas chez nous, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc si demain, au lieu d'exploiter les humains, on exploite des machines, ça me paraît un futur plutôt, enviable. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci de le présenter de cette manière-là. Et oui, ça a été une grande surprise. On parlait du paradoxe de Moravec, hein. En tout cas, c'est avec ChatGPT, les LLM,
en premier lieu les emplois des white collars qui sont remplacés, menacés, plutôt que blue collar. Mais donc ce qui pourrait arriver et donc en effet, pensons à tous ces métiers, pénibles, tous ces métiers, dangereux, sur lesquels on fait intervenir, des êtres humains et là-dessus, la robotique pourrait, avoir une utilité extraordinaire. Pierre-Louis, une des questions, clés, tu m'as dit que tu avais pas lu, mes questions préparatoires, histoire d'être frais sur l'interview, mais il y en a une que tu avais lue. Est-ce que tu es long ou est-ce que tu es short sur Nvidia? Question difficile, mais te connaissant, c'est quoi ton avis? Hem, Moi, je pense que Nvidia, à court terme, c'est impossible de s'en passer. On Mmh. est client Nvidia, tous les gens qui travaillent dans l'IA, ne peuvent pas s'en passer. Hem, donc à court terme, c'est aberrant de dire que ces produits-là n'auront plus de sens. Après, est-ce que c'est le bon prix et cetera? Je sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue pur, non financier, oui, je suis plutôt longue sur Nvidia à court terme. Après, par contre, à très long terme, il y a quand même un sujet sur, est-ce que le transistor, ce que fait Nvidia, ce que font tous les gens, c'est Mmh ça mh. le truc du futur? Moi, je crois pas trop à l'ordi quantique à court et moyen terme. Je pense pas que ça aura Mmh. un impact très fort sur nos vies. Par contre, je suis très intéressé, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, c'est plus mes week-end hobbies, sur, toutes les approches différentes sur les puces. Tu vois, les puces à base de photons, les puces thermodynamiques. Donc sur les puces à base de photons, tu as des boîtes comme, Arago, je crois que c'est une boîte française, où en gros l'idée c'est de dire tu as plus des petits électrons, tu vois, qui Mmh. passent dans du métal, et tu vas en gros faire ton calcul en envoyant de la lumière, et qui va rebondir, être réfléchi, traverser des prismes, etc. Ça te donne le résultat du calcul. Donc tu Ouais, as des trucs comme ça, ou tu as des trucs, il est hyper connu sur Twitter, Jeff Bezos, de Epic, bien sûr. où eux, tu vois, c'est pareil, ils utilisent un autre phénomène physique, qui est plutôt la dynamique. Donc en gros, quand tu chauffes des particules, quoi, pour faire des calculs. Du coup, ouais, je pense qu'à long terme, on va peut-être, en tout cas, Nvidia va être challengé sur est-ce que leur modèle actuel d'utiliser des puces à silicium T, et si demain c'est une autre architecture, est-ce qu'ils sauront prendre le virage? Parce que ça veut dire que, comme tous les grands de ce monde, ils vont devoir se poser la question de est-ce qu'on reste sur ce qu'on fait qui marche très bien, ou est-ce qu'on all-in, on met une balle dans la tête de notre produit actuel, mais pour que demain, on soit numéro un sur la nouvelle technologie. Et là-dessus, ouais, je pense qu'il y a une grosse incertitude. Mais c'est un horizon qui est quand même assez loin. Alors très bien, très bonne analyse de marché et alors mais par contre, est-ce que tu es long ou short sur la puissance de calcul? Ça, je pense que tu es long dans tous les cas quoi, grosso modo, si je comprends bien? Mmh. Je pense que ça n'a pas de sens à court terme, mais même si tu regardes depuis 2000 ans, d'être short sur la puissance de calcul. Tu vois, toutes les histoires d'IA frugales, etc., c'est complètement ridicule. La réalité, c'est que c'est tu vois, c'est un peu la pierre philosophale, le calcul. C'est quelle quantité de valeur on peut créer, quel que Mmh. soit le moyen qu'on fait. À une époque, c'était juste, il y avait des gars, on les mettait dans une salle et ils faisaient des calculs toute la journée. Et ça, c'est pas si loin que ça, hein. Dans les années 60, tu bossais à la NASA, tu envoyais tes calculs à des gens qui les faisaient dans une salle. Et aujourd'hui, bah, pourquoi on peut faire des médicaments de malade, on peut envoyer des fusées SpaceX qui se reposent, etc. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de calculs, donc on peut créer plus de valeur. Donc les besoins en compute, par contre, et je pense que ça devrait quasiment être un des goals de l'humanité, c'est d'augmenter le compute sur Terre. Carrément. Écoute, magnifique. Tu penses qu'on va avoir beaucoup de découvertes dans les années à venir grâce à l'IA, mais à la robotique aussi avec, cette convergence un peu de toutes ces technologies qui arrivent sur le marché? Oui, je pense qu'il va y avoir énormément de découvertes parce qu'on n'a que effleuré la surface de ce qui est possible. Mmh. Euh, et donc, il va y avoir beaucoup de découvertes aussi parce que tout s'accélère. Par exemple, même si c'est peut-être pas l'ordre 1, la vitesse à laquelle toutes les entreprises, par exemple, qui font des LLM, si on prend cet exemple-là, ils peuvent aller beaucoup plus vite parce qu'en interne, ils utilisent leurs propres produits pour aller plus vite, pour chercher la recherche, pour écrire du code, etc. Donc tout va plus vite. Donc oui, il va y avoir des découvertes énormes et c'est déjà le cas. Pour moi, un des meilleurs exemples de ça, c'est si tu regardes, c'est le dernier prix Nobel, je crois, de biologie, Mmh. de médecine, je sais plus, un de ces prix Nobel-là. Il n'a pas été donné à une personne du milieu, donc à un chercheur en biologie ou médecine, je ne sais Ouais. plus, mais il a été donné à un gars de DeepMind, au fondateur de DeepMind,
Bien Parce sûr. que c'est avec eux, avec AlphaFold, qu'ils ont montré que, ils ont changé, ils ont permis de faire plein de découvertes grâce à des approches d'IA, très, brutales. Tu as complètement raison, c'est ce que je dis. Si on fait confiance à cet institut, suédois qui est l'Institut du Nobel, en 2024, prix Nobel de chimie et de physique décerné à Demis Hassabis et Geoffrey Hinton, qui sont, DeepMind et anciens DeepMind quoi, enfin et anciens Google. Donc, exactement, l'IA qui permet d'accélérer, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pierre-Louis, est-ce que tu as une timeline pour Edge AI? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Bah, je trouve ça très dur de répondre à cette question parce que Ouais. personne n'a la même version de ça veut dire quoi les GI. Hem, donc non, j'ai pas de timeline, Mmh. hem, mais je pense qu'une timeline intéressante, c'est se dire à quel moment, par contre, ces technos-là commencent à très fortement impacter la vie des gens et la réalité, c'est qu'on a déjà passé cette timeline. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Mmh Donc mh. les GI, c'est dur à dire. Enfin, je pense pas que, en tout cas, de dire, il va y avoir une super intelligence autonome à la Skynet, ça pour le Mmh. coup, ça arrivera pas à horizon proche. Par contre, d'avoir des modèles qui sont plus forts que nous, bah, c'est déjà le cas. Moi, quand Mmh. je parle à ChatGPT, je veux bien être fort, mais en même temps, quand je lui demande de m'expliquer des trucs en, biologie ou en, physique des particules, bah, il est meilleur que moi. Au 3, il est très fort, hein. On est d'accord, hein? Je crois il est très fort et aussi, ça dépend comment tu le regardes, mais par exemple, je vais être plus fort que O3 pour résoudre un exercice de maths ou de physique si tu me laisses tout le temps que je veux. Par contre, l'exercice que je vais résoudre en 1 heure, O3, il va le résoudre en son reasoning qui est quelques minutes. Mmh. Ouais, complètement. Merci beaucoup Pierre-Louis. Dernière question, ton livre ou film de science-fiction préféré ou que tu nous recommandes? Hem, mon film de science-fiction préféré, je dirais que c'est, Blade Runner, que ce soit le premier ou le deuxième. Je pense que Mmh. le deuxième est plus adapté, si on veut vraiment se projeter dans un monde où, c'est déjà le cas, mais, il y a des gens qui parlent plus souvent à des IA qu'à des vraies personnes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après niveau livre, moi je lis pas beaucoup de livres. Je lis plutôt des Mmh. livres très techniques, donc c'est peut-être un peu moins Bien sûr. pertinent. Mais, je pense que c'est encore plus actuel. C'est un livre qui va et plaire aux gens qui travaillent dans la tech et au contraire pas du tout dans la tech. C'est lire la biographie d'Elon Musk, la deuxième. Parce que maintenant que c'est une personnalité très publique, je pense que c'est intéressant d'essayer de rentrer un peu dans son cerveau et voir c'est quoi son logiciel. Mmh. Excellent, merci beaucoup, et attends, tu es l'auteur de cette biographie ou pas? C'est, Oui, c'est Elon Walter Musk. Isaacson, c'est celui Ah qui oui, avait fait la voilà, biographie c'est bien celle-là. OK, de super. Steve Jobs. De Walter Isaacson, en effet, notre immense, biographe. Super. Merci beaucoup Pierre-Louis. Donc Pierre-Louis, attends, je rappelle, hein, tu donnes un code promo de 20 pour les auditeurs, de Comptoir IA. Il faut qu'ils tapent Nico G, c'est en minuscule, tu mets redis-moi le code. Le code, c'est NicoG en majuscule, NICOG, et qu'il faut mettre au moment, du checkout. Parfait. Si vous allez sur notre site, donc phospho.ai. J'espère qu'il va y avoir plein de commandes. En tout cas, moi, je vous dis, j'ai le bras robotique. Pierre-Louis, c'était passionnant. Bravo pour ce que tu fais avec Paul-Louis. Un plaisir de pouvoir vous recevoir tous les 2 sur le podcast. Hem, Vos bureaux, ils sont super sympas aussi. Je crois que même, hein, si tu on a des auditeurs qui veulent venir, tester un petit peu, voir les robots et tout ça, enfin, vous accueillez un petit peu, dans vos bureaux, les gens qui s'intéressent à ces sujets. Donc c'est super cool. Je pense que ça va faire, vous allez nous créer quelque chose d'extraordinaire, sur la robotique. En tant qu'expert de l'IA qui arrive dans la robotique, j'ai l'impression que vous faites bouger beaucoup les choses. Je l'ai vu notamment lors du hackathon Mistral il y a quelques semaines. Hem, donc bravo, bravo pour tout ce que vous faites et on va suivre, de très, très près l'aventure de Phospho sur la robotique. Ça marche? Eh ben, merci Nico. Merci Pierre-Louis, à très bientôt, salut. Salut.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!